Bienvenue dans notre série Les Jeux d'hiver d'hier à aujourd'hui. Ce podcast de la région Sud se penche sur l'aventure olympique au prisme de ceux qui la vivent au plus près, nos athlètes. En 3 épisodes, tirons un trait d'union entre le passé, le présent et le futur, en attendant d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver dans nos Alpes. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous partons à la rencontre de Christine Rossi. Cette championne hors norme a remporté 21 Coupes du Monde de ballet à ski, est montée sur une 60aine de podiums et a détenu le titre de championne d'Europe pendant près d'une décennie. Également médaillée d'or en ballet à ski aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988, elle nous emmène aujourd'hui pour un voyage dans le temps. Bonjour Christine Rossi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous à côté de Barcelonnette. Avec grand plaisir, merci d'être venue jusqu'ici. Alors Christine, montrez-nous un peu tous ces trophées. Alors évidemment, donc là on a la médaille olympique, c'est donc Calgary 88, celle-là elle est sacrée. Alors j'ai gardé chez moi que les trophées d'artistes. Il y a une centaine de coupes exposées dans un magasin au SOZ que les gens prennent plaisir à voir de temps en temps. Ici il y a vraiment que les trophées d'artistes, donc des choses qui viennent du Canada, championnat du monde de Tignes. Ma première coupe du monde, j'ai un peu honte parce que j'y mets le café dedans, mais bon voilà. Il y en a un peu partout en fait, comme tout le monde, le pas clé chez moi, c'est un trophée aussi. Quelques médailles. Et puis les toutes premières, donc comme encore maintenant, les petites médailles de poussin en ski et ma toute première médaille de gym. Celle-là j'avais à peu près 5-6 ans. Là, il y a carrément sur ce porte-manteau une grappe de médailles. Oui. Il y a des championnats du monde FIS, des championnats d'Europe, des coupes du monde au Japon notamment, en Italie, aux États-Unis. Il y en a quelques-unes. Et est-ce que vous pouvez me parler de votre discipline ? Et donc dans la discipline de freestyle, donc ski artistique et acrobatique, en France ça s'appelait le ballet, en international ça s'appelait freestyle. C'est une discipline qui est un mélange de ski, de gymnastique, donc tous les sports acrobatiques et de danse. Comment je suis arrivée à cette discipline ? Moi, j'ai fait de l'alpin avant, donc j'ai fait un championnat de France de ski alpin, championnat de France de gym aux agrès, puisque j'étais à Saint-Ginier à Marseille. Et puis quand cette discipline est sortie, ça a matché. En fait, c'était la liaison des deux. J'étais toute jeune, j'avais 14 ans dans une discipline où tout le monde en avait 24-25. Donc les entraîneurs ont dit oh là là, cette gamine là, il faut s'en occuper. Voilà, c'est parti comme ça. Vous avez grandi ici dans la vallée de l'Ubaye ? Alors moi, mon parcours il est un peu particulier. En fait, je suis marseillaise. Je suis née à Marseille, je n'étais pas du tout programmée pour faire du sport de haut niveau, encore moins du ski. Mais il s'avère que, comme beaucoup de Marseillais, on montait souvent dans notre belle vallée. On a une région qui est magnifique, donc on est loin de rien. On est à 2h30 de Marseille. Quand on a 3 gosses, il faut les fatiguer. Donc, on a fait du ski tous les week-ends, ça a matché. On a fait de la compétition et puis c'est parti comme une traînée de poudre. Du coup, vous avez découvert cette station dans les années 80 ? Non, bien avant. 70 ? Bien avant, dans les années, on va dire, 67, 68. Ah oui, d'accord. D'entrée de jeu toute petite, en fait. Ok. J'ai commencé à faire donc du ski dans un club, on va pas dire en compétition, mais dans un club pris en charge dans une structure, à partir de 5-6 ans. Et puis après, et la même chose en gym, donc c'était vraiment la liaison des deux, quoi. Et dans les années 70 et après, comment est-ce qu'elle était cette station ? Enfin, c'était comment de skier là-bas ? À quoi elle ressemblait ? J'imagine qu'elle a beaucoup changé. Alors, si on parle de Pralou dans notre vallée, effectivement, Pralou a été construite au boom du ski, en fait. Donc, elle a beaucoup évolué. Et si on parle du SOS, qui est la station qui m'a accueillie le plus longtemps et dans laquelle j'ai fait toute ma carrière, il faut savoir que le SOS est une très vieille station qui a été construite au départ avant la guerre par Honoré Louis Coutoulinc, qui a été détruite pendant la guerre, brûlée, puisqu'à l'époque les téléskis étaient en bois.
avec des luges, donc qui a été entièrement brûlé parce que c'était un fief de résistants. Donc quand les Allemands sont partis, ils ont tout brûlé, et qui a été reconstruite après la guerre. Donc effectivement, quand on voit les images du tout début de la station, on est loin. Maintenant, c'est une station qui est beaucoup plus moderne, qui va encore beaucoup évoluer. Donc oui, effectivement, il y a eu. Mais moi, je l'ai pas connu avant la guerre. Hein. On imagine des combis de ski pas de def peut-être dans les années 70. Pas de def, mais bien fluo, oui. Moi, j'ai commencé le freestyle en 78. J'ai fait mes premières compétitions internationales en 79. Donc, c'est vrai qu'on était vraiment dans les couleurs fluo. Et par contre, ça a été tout le développement des tissus stretch. Donc ça, c'était vraiment, on a fait un gros travail dessus parce on demandait une telle contrainte à nos vêtements par rapport aux acrobaties que l'on faisait. C'est vrai que il y a eu un gros travail de fait à travers notre discipline sur le côté extensible des tissus. Winner of the gold medal, gagnant de la médaille d'or de la France, from France, Christine Rossi. Vous, donc évidemment en Calgary, pour vous c'est la médaille d'or, c'est la consécration. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette immersion sportive, cette expérience Je crois que c'est difficile de l'expliquer avec des mots parce que déjà, pour moi, Calgary, c'était une fin de carrière. Donc, j'avais déjà un palmarès sympa et j'avais prévu donc d'arrêter ma carrière, la saison des Jeux Olympiques. Quelque part, j'avais pas le droit de me rater. C'était vraiment mon objectif. Alors après, c'est d'énormes tensions, évidemment. C'est beaucoup de stress et c'est une gestion de course. Je pense que l'avantage quand on arrive en fin de carrière, c'est qu'on a on se connaît bien. On a l'habitude de gérer des compétitions et celle-là a été gérée très particulièrement en fait parce que ayant gagné les éliminatoires, je passais en dernier lors de la finale et j'ai vu toutes mes concurrentes passer et j'ai adapté mes difficultés en fonction de ce qu'elles avaient fait. Notamment ma concurrente directe fait une petite faute, donc je prends pas le risque de mettre ma difficulté la plus difficile, en fait, la techniquement plus compliquée, à la dernière minute en disant j'en ai pas besoin pour gagner. Et voilà, c'est passé comme ça. C'était un qui tout double, hein. C'était évidemment un coup de poker, mais c'est passé comme ça, oui. Et aujourd'hui, cette discipline, elle n'est plus au jeu. Est-ce que elle continue de vivre, j'imagine. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait voir par exemple du ballet à ski si on avait envie? Alors, le freestyle, ne serait-ce que dans le nom, il y a toute la philosophie du sport. C'est-à-dire que le freestyle, c'est le style libre, ça doit évoluer en fonction des générations. C'est vraiment la base de notre philosophie. Alors effectivement, c'est peut-être qu'on avait poussé cette discipline trop loin, il fallait 10 ans de ski, 10 ans de gym, 10 ans de trampo, 10 ans de danse pour arriver à ce qu'on avait fait. Elle a évolué autrement. Maintenant, il y a du ski, il y a du slopestyle, il y a du big air, il y a plein de choses qui se sont créées depuis et qui correspondent plus peut-être à la philosophie des jeunes actuellement. Et il faut savoir que demain, il y en aura d'autres disciplines, peut-être qu'il y en a qui resteront, il y en a qui s'éteindront, qui évolueront différemment. Ça, c'est vraiment la philosophie de notre sport. Après, du ballet, oui, il y en a encore. Il y en a encore au Canada, il y en a encore dans les pays scandinaves. On a fait très dernièrement, parce qu'il y en a beaucoup dans des publicités à l'heure actuelle, c'est en train de revenir dans des publicités de marques de vêtements, notamment de ski. Donc on a fait il y a pas très longtemps une démonstration à Verbier où on s'est retrouvé une quarantaine de freestylers de pays différents. Voilà, c'est en train de revenir. Je pense que ça reviendra parce que la discipline est belle sur un côté chaud. C'est intéressant, effectivement, tout évolue, y compris les jeux en eux-mêmes, en fait. On le voit avec la candidature des Alpes françaises en 2030, qui essaye de changer un peu la donne, de voir les choses d'une autre manière.
Vous, comment est-ce que, quel sentiment ça vous procure de voir cette candidature réussir ? Alors, moi, c'est une grande joie parce que, les Jeux Olympiques dans les Alpes et dans les Alpes du Sud, pour moi, c'est vraiment un aboutissement. Ce qui me touche vraiment, c'est que ça va être des Jeux à taille, on a toujours tendance à dire à taille humaine, neige et chalet, mais c'est vrai que on va récupérer pas mal d'infrastructures existantes, ce qui fait que je pense que c'est important d'avoir des Jeux Olympiques avec des coûts très maîtrisés, réutiliser ce qui existe déjà, c'est pas la peine de reconstruire, c'est dans l'air du temps de toute façon, vraiment de réutiliser, de se servir de ce que l'on a déjà, de construire juste ce qu'il faut pour que tout soit parfait et voilà. Donc ça, c'est votre point de vue aussi de sportive, mais vous avez peut-être un autre point de vue en tant aussi qu'habitante de la vallée. Il n'y a pas pour le moment d'épreuves olympiques prévues en vallée de l'Ubaye. Il y en a, bien sûr, dans d'autres vallées des Alpes et des Alpes du Sud. On participera à ces Jeux d'autres manières et notamment on bénéficiera également de l'héritage olympique, c'est-à-dire de structures qui resteront en place. Donc c'est de toute façon un booster économique et un booster de communication pour les Alpes du Sud. Vous, en 2030, est-ce que vous allez aller soutenir les athlètes, voir les compétitions Évidemment, 2030, c'est demain. Quand on parle de Jeux Olympiques, au niveau d'une candidature, on parle toujours de Jeux qui sont dans 10 ans, 15 ans. Ça se prévoit énormément à l'avance. Là, on a des Jeux qui sont dans 6 ans. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que ça s'adresse aux athlètes qui sont déjà en place, qui sont déjà au début de leur carrière de Coupe du Monde, puisqu'en général, une carrière en Coupe du Monde, c'est 10 ans, une dizaine d'années, 10-12 ans. Donc, ils sont déjà au début de leur carrière en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe pour ceux qui vont monter. Mais ils sont déjà en place. On connaît ces athlètes, on les suit, on vibre avec eux. Évidemment, on vibrera pour les Jeux. Ouais, merci beaucoup, Christine. Mais merci à vous, avec un grand plaisir. Merci d'avoir écouté notre série « Les Jeux d'hiver d'hier à aujourd'hui ». Le mois prochain, c'est le multimédaillé en paraski alpin Arthur Baucher qui nous parlera de l'aventure des JOP 2030 pour en dévoiler les coulisses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous et à très bientôt.